Merci Cathy de ton invitation. Je fais toujours très plaisir d'être avec vous toutes les années. Alors, cette année, je vais vous parler de l'accommodation de la plasticité cérébrale, en particulier du traitement presbycore. Alors, on parle beaucoup de multifocalité, de profondeur de champ, de varifocalité. Bon, ça fait quelques années que je parle d'accommodation résiduelle et de plasticité cérébrale. Et cette année, je vais vous parler des relations entre l'accommodation et la plasticité. Je suis obligé au départ de vous faire un bref rappel de ce qu'on a montré jusqu'à présent. Vous verrez qu'avec les études IRM, on arrive également à pas mal d'autres suggestions. Alors, dans la littérature, qu'est-ce que nous savons de la plasticité cérébrale? Que même en corrigeant parfaitement le défaut visuel, c'est la capacité d'adaptation et de traitement de l'information visuelle du cerveau qui va déterminer notre acuité visuelle. Et qu'il existe un rétablissement visuel après de longues périodes de cécité ou même d'absence complète d'expérience visuelle. Et donc le cerveau est capable de s'adapter au-delà de la période critique, Kamarka et autres l'ont montré. Alors, vous savez que j'ai été opéré il y a moins de 10 ans de presbytie, vous avez vu déjà ces diapos. Nous avions noté à l'époque une amélioration de l'accommodation et de la qualité visuelle. Vous le voyez ici, j'étais passé de 0,70 à peu près à 3 dioptries. Et puis on s'était aperçu également qu'il y avait une stabilité de traitement à 6 ans, maintenant quasiment à 10 ans. Et donc on se posait déjà la question de l'accommodation résiduelle et de la plasticité cérébrale. Il n'y a pas de myopie, j'ai toujours pas de myopie. Et qu'est-ce qui fait donc fonctionner cette vision de près? Qu'est-ce que nous savons sur l'accommodation? Cela dit, en fait, c'est surtout le flou rétinien qui est la principale cause. Il existe bien sûr des images disparates, mais c'est surtout le flou rétinien qui est la cause principale de notre accommodation. Donc ces principes de l'accommodation dans la vision binoculaire, c'est donc ce flou visuel qu'on voit ici en premier, qui va jouer au niveau du cerveau, et qui va entraîner une sorte de liaison, accommodation, myosis, convergence, qui va être à l'origine de notre vision de près. Ce qui nous intéresse, et là on avait fait avec la tracée des études, qui montraient que chez le jeune, eh bien, on avait une sorte de principe physiologique de la compensation des aberrations sphériques totales de l'œil, et c'est ce qu'on essaie de retrouver avec le presbycore, une compensation de l'aberration sphérique cornéenne et cristallinienne, afin qu'elle devienne quasiment nulle, et c'est ce qu'on va essayer de retrouver dans les différents traitements que nous proposons. Donc, j'avais dit l'année passée, Béatrice, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est hyperpolatiser la cornée pour réduire l'aberration sphérique et le flou rétinien. Et ceci va améliorer la perception cérébrale et va réactiver notre réflexe accommodatif. Je vais vous montrer comment. Alors, tout le monde l'a dit ici, l'augmentation de cette aspéricité cornéenne qui va passer ici de 0,05 à 1,5 dioptrie. En général, moi je ne dépasse pas mon 0,80 et ceci va donc diminuer l'aberration sphérique positive en tant que réaction linéaire. La valeur de la profondeur de champ qui est rapportée dans la littérature est importante. Pour moi, bien sûr, elle existe, mais elle n'est pas suffisante en tout cas pour donner une bonne vision. Avant nos traitements, nous faisons systématiquement bien sûr des matacomes, mais nous recherchons également, comme vous l'avez déjà dit, un OCAS pour connaître l'accommodation résiduelle, également des électracés pour connaître également les aberrations internes et cornéennes. Alors ça, c'était une étude ancienne qui était sur 100 patients, où on ne faisait pas du tout de monovision. Qu'est-ce que nous avions trouvé? C'était notre première preuve à l'époque. Bien, la première preuve obtenue avec l'OCAS, c'était l'augmentation de l'accommodation qui est passée de 0,70 dioptries à 2 dioptries d'accommodation, en général. Donc, elle pouvait être une contre-indication si nous n'avions pas suffisamment. On avait même fait des études avec l'OCAS dynamique qui permettaient de réaliser donc une vision, un examen en vision de loin, en vision de près, qui calculait la différence de la valeur de la sphère. La deuxième preuve obtenue, on essayait avec l'œil tracé, on s'est aperçu et on retrouve ici le même schéma que ce que nous avions chez le jeune. Nous avions une modification de la direction de l'aberration sphérique interne. Ici, vous voyez, elle est positive. Ici, elle devient négative. Elle est probablement en rapport avec la globalisation du cristallin qui se remet à marcher. De toute manière, aujourd'hui, c'est la seule preuve qu'on ait d'une plasticité cérébrale et d'une accommodation qui revient. La troisième preuve, ce sont des études en cours. On a les patients, on n'a pas encore commencé à tous les opérer. Nous travaillons, on a eu la chance de rencontrer des scientifiques, ce sont des Canadiens et des Israéliens, de Montréal et donc d'Adassa.
On va explorer les mécanismes de plasticité du cerveau qui vont permettre l'amélioration de l'acuité visuelle et de l'accommodation après traitement laser. On avait proposé d'ailleurs à Malkas de le faire avec nous, mais ça n'a pas pu se faire. L'évaluation de l'acuité visuelle, en tout cas on va faire des scans T1 et T2 du cerveau, des scans fonctionnels et des scans par imagerie, par diffusion sensorielle. Je vous en dis quelques mots. Le déroulement de l'expérience, on a donc ces 5 patients presbytes de même âge, de même sexe, et on va faire des IRM fonctionnels en pré-op et en post-op pour mesurer l'indice d'adaptation de nos patients en fonction de leur acuité visuelle. Et donc on va suivre l'évolution pour observer les changements dans l'acuité visuelle et également la plasticité du cerveau qui va accompagner l'amélioration de l'acuité visuelle. Donc ces scans T1 et T2 ils vont être donc utilisés pour retrouver les zones activées, comme vous voyez ici durant la lecture, et l'analyse volumétrique des zones visuelles. On voit ici des scans fonctionnels, donc de la visuotopie. Cette visuotopie, elle va nous permettre de voir l'implication de chacune des parties du cortex visuel pour chaque partie du champ visuel, et on va étudier en particulier la représentation fovéale, celle qu'on essaie de toute manière d'améliorer après intervention chirurgicale. Des scans fonctionnels également, pour mettre en évidence les changements plastiques durant le phénomène accommodatif. On va faire lire les patients pendant le scan, donc on pense retrouver justement avec eux une préférence dans le cortex occipito-pariétal pour la vision de près. Enfin, et pour finir, des imageries par diffusion tensorielle. Vous verrez que c'est une technique qui permet de voir les fibres nerveuses de la matière blanche et de les mesurer. Elle va permettre de quantifier les changements dans la collectivité des différentes zones visuelles du cerveau et la force de déconnexion. Voilà, ici de belles images donc, de diffusion tensorielle de DTI. Il faut savoir que c'est la seule technique, et c'est pour ça qu'on est allé là-bas, non invasive, qui permet de déterminer la trajectoire des faisceaux de la substance blanche. En vivo, on va voir justement l'augmentation de ces fibres après justement intervention. C'est ce qui nous intéresse de manière après cette intervention. Donc pour conclure, je dirais que la presbytie, c'est également pour nous aussi un vieillissement cérébral. On a amené quelques preuves, la réactivation de l'accommodation résiduelle post-traitement presbycore grâce à l'OCAS et l'OCAS dynamique, les changements de direction de l'aberration sphérique interne grâce à la tracée. On est en train, j'espère, de montrer avec des preuves IRM que modifier la sphéricité sans créer de myopie de la cornée permet de stimuler la plasticité cérébrale et d'augmenter la force de connexion. On a commencé en tout cas ces travaux, je pense qu'ils vont être au bout de quelques mois. Comme le disait, j'ai retrouvé justement hier soir une phrase, ce n'est pas avec les doigts que l'on joue, mais c'est avec le cerveau. C'est Glenn Gould, un pianiste qui le disait. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est très très important de penser justement au rôle du cerveau et de l'accommodation dans ce que dans notre chirurgie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Cette démonstration qui semble en effet correspondre à des techniques anti-vieillissement, qui, je le résume, sont simples. Par exemple, dans le syndrome 7, je vous le rappelle, de ne pas manger, faire d'exercice et être heureux. C'est sûrement aussi une bonne méthode pour se prémunir des méfaits de la presbytie. Pas de choses simples. Allez, orateur suivant, Thierry.